Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les travaux de la Haute Assemblée. Et ce matin, je vous propose de suivre un colloque sur le Brexit organisé au Sénat, alors que les Britanniques entrent dans une semaine cruciale pour savoir comment ils vont sortir de l'Union européenne. Il y a deux options sur la table. Si le Parlement britannique valide enfin l'accord de retrait négocié avec Bruxelles, le Royaume-Uni aura 2 mois supplémentaires pour organiser son départ. Mais en cas de refus du Parlement, ce sera un Brexit dur et le 12 avril, les Britanniques ne feront plus partie de l'Union européenne. Ce Brexit aura de lourdes conséquences pour les deux camps et justement, les tables rondes organisées au Sénat ont réuni les différents acteurs français touchés par ce Brexit. Je vous laisse les écouter. Cette décision du peuple britannique, prise il y a bientôt 3 ans, en est le symptôme le plus abouti et nous donne concrètement à voir le chaos qui nous guette si l'Europe venait à se disloquer. À l'approche de la date butoir du 29 mars 2019, qui doit voir le Royaume-Uni devenir un État tiers, donc extérieur à l'Union européenne, notre préoccupation est d'abord de court terme. Que se passera-t-il concrètement le lendemain du Brexit? Comment la vie économique française sera affectée? À ce stade d'incertitude où nous en sommes, il n'est pas simple de prédire quand aura lieu ce jour d'après, ni même s'il aura lieu un jour. Dans la même semaine, le Parlement britannique a refusé d'endosser l'accord de retrait négocié avec l'Union, le fameux accord du 25 novembre, accord d'union douanière plus filet de sécurité, puis refusé de sortir sans accord avant de demander un report provisoire de la sortie du Royaume-Uni de l'Union. Comme l'a dit le président, la lettre est arrivée ce matin, mais une demande non motivée est-elle une demande recevable? Ça ne correspond pas à la philosophie et aux règles de l'Union. La Première ministre, Mme May, pourrait donner une dernière chance au Parlement britannique d'accepter l'accord de retrait qu'il a déjà refusé par 2 fois ces 2 derniers mois. En tout état de cause, le Royaume-Uni, qui apparaît bien désuni, s'en remet aux 27 États membres, dont seule une décision unanime au Conseil européen qui débute demain pourrait éviter un hard Brexit le 29 à minuit. Quand bien même les 27 décidaient ensemble d'accorder ce report, dont la durée reste inconnue, aujourd'hui on sait un peu plus jusqu'au 30 juin, nul ne peut à ce stade affirmer avec certitude quelle sera la suite de l'histoire. Sans savoir si nous sortirons un jour de ce mauvais rêve, il est de notre devoir d'anticiper toutes les fins possibles, y compris le scénario du pire. Nous pouvons néanmoins nous réjouir, l'unité et la cohésion des 27 États membres n'ont pas été entamées tout au long de la difficile négociation de l'accord de retrait mené par Michel Barnier, dont je ne peux pas manquer de saluer ici publiquement l'action. Je crois qu'un des premiers effets de ce Brexit, ça a été de faire en sorte que chacun des États membres a bien pris conscience qu'il était copropriétaire du premier marché économique mondial. C'est déjà une première réponse à nos amis britanniques et surtout aux hard Brexiteurs. En outre, l'accord de retrait conclu en novembre dernier entre l'Union et le Royaume-Uni respecte l'intégrité du marché unique et son fondement, qui repose sur le caractère indissociable des 4 libertés de circulation à l'intérieur de ce marché, à la fois pour les personnes, les biens, les services et les capitaux. Telles étaient les exigences prioritaires que Jean-Pierre Raffarin et moi-même avions posées dès le début 2017 dans le premier rapport du groupe de suivi sénatorial sur le Brexit que nous présidions alors ensemble. Le Brexit n'a donc pas servi à ce jour de levier de déconstruction de l'Union européenne. C'est, je me répète, un très grand motif de satisfaction. J'espère qu'il y en aura d'autres, entre autres le fait que l'Union européenne n'est pas seulement que le premier marché économique mondial, c'est aussi le seul endroit, si je puis dire, où il y a des valeurs, et des valeurs qui seront très différentes à celles que l'on voit outre-Atlantique et ailleurs aussi. Pour autant, l'impasse dans laquelle se trouvent les Britanniques permet-elle d'apporter la preuve de la valeur ajoutée qui s'attache à l'appartenance à l'Union européenne? Rien n'est moins sûr
Et c'est là sans doute le plus grand défi qui reste à relever dans la perspective des prochaines élections européennes. À plus court terme et très prosaïquement, l'actualité commande de s'interroger sur l'impact concret qui sera ressenti de ce côté de la Manche, puisque la frontière entre notre pays et le Royaume-Uni deviendra celle de l'Union européenne avec cet État tiers dès le lendemain du Brexit. Le groupe sénatorial de suivi du Brexit ne pouvait manquer de faire le point à une semaine du 29 mars sur ce qui attend nos acteurs économiques au lendemain du divorce. Nous vous proposerons d'abord de faire un état des lieux sous l'angle à la fois régional et national afin de mesurer le niveau de préparation des pouvoirs publics à l'approche de la date fatidique. Cet état des lieux sera introduit par ma collègue Joëlle Garriaud-Mellam, qui représente les Français établis hors de France et qui est aussi membre du Conseil franco-britannique, donc particulièrement au fait du sujet. Puis nous donnerons la parole aux acteurs économiques. Certains sont très directement exposés par leur secteur d'activité ou par l'implantation géographique de leur activité. Je pense d'abord au secteur des transports, que ce soit par voie terrestre ou par voie maritime, mais de nombreuses autres activités économiques seront déstabilisées, particulièrement la pêche, mais aussi l'industrie, notamment l'industrie automobile. Et nul n'ignore l'ambition des Britanniques affichée à l'issue du séminaire gouvernemental des Chequers en juillet 2018 de trouver de nouveaux arrangements en matière de services et de numérique permettant au Royaume-Uni d'appliquer ses propres règles et d'accroître ainsi sa compétitivité. Je vous invite à lire dans le rapport, si vous voulez, que nous avons conduit récemment avec le président Cambon, l'annexe qui porte justement sur le résultat de ce séminaire des Chequers. Tout est écrit sur la volonté de nos amis britanniques de faire du dumping, je dirais, à géométrie variable. Et si je puis me permettre, il ne vous a pas échappé non plus que nos amis, je dirais, d'outre-Atlantique, au travers des propos du secrétaire d'État au commerce extérieur, M. Robert Lighthizer, a fait des offres de services aux Britanniques en leur disant très clairement « vous importez 35 milliards de biens alimentaires de l'Union européenne. Eh bien nous, Américains, nous sommes là, nous pouvons vous fournir ces biens agroalimentaires, mais il va falloir changer vos normes. » Tout est dit, et je dirais, nos amis américains ajoutent « changez vos normes », ça veut dire aussi que demain, si vous commercez avec nous, vous ne pourrez plus commercer avec des pays qui ne rentrent pas dans des économies de marché, sous-entendu de la Chine. Donc le piège est en train de se refermer à l'adresse de ceux qui avaient imaginé recréer aujourd'hui le Commonwealth. Les grands acteurs français concernés par tous ces dossiers témoigneront du séisme qui risque de représenter pour eux le Brexit lors d'une première table ronde qui sera animée par ma collègue Catherine Fournier, sénatrice du Pas-de-Calais, département directement touché par le Brexit, particulièrement au travers de ses ports. Et nous avons régulièrement des échanges sur le sujet. C'est une des régions qui va être le plus impactée par ce jour d'après. Pourtant, nous ne pouvons nous résigner à ce que le Brexit ne soit qu'une opération perdante pour tous. Aussi avons-nous tenu à explorer aujourd'hui avec vous d'autres dimensions de cette rupture. Tout changement est porteur de nouveautés et présente un potentiel d'opportunité qui mérite d'être envisagé. Ce sera l'objet de notre deuxième table ronde, dont mon collègue Didier Marie, sénateur de Seine-Maritime, sera le modérateur. Vous l'avez compris, et je le dis souvent, et à l'adresse du président Larcher, le Sénat, qui est une chambre qui a une culture d'avenir, précisément saura se projeter au travers de ce groupe de suivi et de refondation de l'Union sur précisément les opportunités qui pourront se présenter aux entreprises et aux territoires. Étant directement les représentants du territoire, nous ne manquerons pas d'être d'abord non seulement à l'écoute, mais essayer d'être aussi force de proposition en la matière. Mesdames et messieurs, au nom du groupe de suivi sur le retrait du Royaume-Uni et la refondation de l'Union européenne, dont plusieurs membres sont ici présents, et je les en remercie. Le Brexit arrive,
Il arrive à grands pas, semant inquiétude et parfois incompréhension. Bien évidemment, il procède d'une décision démocratique que nous respectons scrupuleusement. Et pourtant, vous l'aurez compris dans la tonalité des interventions qui viennent d'avoir lieu, pour nous, il s'agit d'un non-sens. Il s'agit d'un non-sens qui a été illustré au travers de toutes les auditions que, sous l'autorité de Jean, que j'ai tenté de compléter, nous avons menées à travers ces auditions du groupe de suivi. C'est un non-sens parce que nous avions déjà, dès la campagne du référendum, la certitude que l'on allait vers une catastrophe annoncée. Les événements, hélas, sont venus confirmer notre diagnostic. L'élection d'un nouveau président américain, les affirmations de puissance répétées de la Russie, de la Chine, les crises multiples qui sont aux portes du continent européen, tout ceci devait plutôt nous conduire à l'union plutôt qu'à la division. En vérité, quelle terrible erreur que d'affaiblir l'Europe plutôt que d'en faire la puissance politique que nos citoyens attendent. Alors que nous devrions être en train d'élaborer ensemble des stratégies tournées vers l'avenir, le Royaume-Uni a malheureusement choisi de regarder plus vers le passé. Le Brexit est tout d'abord un non-sens économique et je pense que les tables rondes vont l'illustrer puisque c'est un petit peu le cœur du colloque qui vous rassemble. Le Royaume-Uni, on s'en souvient, a rejoint l'Union européenne pour profiter du marché unique et de l'union douanière, freinant parfois, pendant de nombreuses années, la consolidation de l'Europe politique et notamment la mise en place d'une politique de sécurité commune. C'est ce grand marché que les Britanniques veulent quitter aujourd'hui, en priorité au rebours, je le crois, de leur propre intérêt, mais hélas aussi du nôtre. Alors lorsque nous rencontrons nos collègues, certains d'entre eux, anglais, britanniques, ils nous disent « mais le Commonwealth va devenir l'interlocuteur privilégié, c'est un nouvel Eldorado ». Or, tout le monde sait que le Commonwealth ne représente plus que 8,5% des échanges avec le Royaume-Uni. Cette part, du reste, n'a fait que reculer au cours des dernières décennies et le Royaume-Uni s'était progressivement réorienté vers l'Union européenne, avec qui il réalise aujourd'hui près de la moitié de son commerce. Alors que l'incertitude demeure sur les conditions du Brexit et sur les relations futures au sein de l'Union européenne, le Royaume-Uni va devoir également renégocier toute une série d'accords commerciaux conclus ou en cours de négociation avec l'Union européenne, avec tous les périls que ceci sous-entend. Le Brexit n'a pas encore eu lieu et déjà ses conséquences économiques se font lourdement sentir. Il a déjà coûté 1,5 point de PIB au Royaume-Uni. 1 000 milliards d'euros d'actifs de la City ont d'ores et déjà été transférés vers le reste de l'Europe. La perte du passeport financier européen a des effets désastreux sur un secteur qui représente 20% de l'économie britannique. Alors bien sûr, ceci crée des opportunités de relocalisation en France et nous pousse, nous les régions, à mettre en œuvre des stratégies d'attractivité, mais personne ne s'y méprend. Le Brexit est avant tout un perdant-perdant. L'économie française elle-même en subira les conséquences. Sur la période 2016-2018, la décision du peuple britannique a déjà fait perdre 6 milliards d'euros aux exportateurs français. La dépréciation de la livre, le ralentissement de la croissance outre-Manche créent des conditions défavorables qui perdureront même si l'accord de retrait négocié avec l'Union européenne finit par être voté in extremis, permettant le démarrage d'une période de transition. Non-sens économique, le Brexit est aussi un non-sens géostratégique. Le Royaume-Uni s'en rend compte en s'intéressant plus que jamais à la politique étrangère et de défense commune de l'Union, ce qui est une sorte de ruse de l'histoire. Les risques néanmoins sont nombreux. En 2050, aucun État européen ne pèsera plus de 1% de la population mondiale. Seule l'Allemagne fera encore partie des 10 premières puissances économiques. À l'heure des États-continents, alors que le centre de gravité des relations internationales se déplace inexorablement vers le Pacifique, l'Europe prend le risque de la diffraction. Or, tout le monde le comprend, c'est en regroupant nos forces que l'Europe pourra préserver son modèle de société et surtout défendre ses valeurs. Porté par les États-nations, le projet européen doit être refondé, et tel est bien le sens du travail que modestement à notre place nous tentons de mener dans ce groupe.
Le projet européen doit répondre davantage aux préoccupations concrètes des citoyens et les mouvements populistes auxquels on assiste en Europe démontrent bien cette attente. Le Sénat a pour sa part tracé une feuille de route dans ce sens et ce dès 2017. C'est pourquoi nous considérons que le maintien des relations et des liens étroits avec le Royaume-Uni reste absolument nécessaire, singulièrement dans le domaine de la sécurité et de la défense. La France va conserver sa coopération bilatérale avec les Britanniques dans le cadre des accords de Lancaster House de 2010 qui ont été confirmés l'an passé à Sandhurst. Mais il est aussi nécessaire de mettre en place un cadre de relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni dans le domaine de la défense. La France, vous le savez, a un rôle essentiel à jouer puisqu'elle est la seule puissance militaire dont les capacités et la doctrine opérationnelle sont comparables à celles du Royaume-Uni en Europe. Des propositions acceptables par nos partenaires doivent être formulées. Pour sa part, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense y contribuera dans le cadre de sa mission en cours sur la défense européenne. Et sitôt le milieu de ce colloque, je mettrai mes paroles en correspondance avec mes actes puisque je rencontrerai ce soir à Londres les hauts responsables du renseignement à leur demande, du renseignement britannique. L'Union abordera bientôt une nouvelle étape de son histoire avec des élections européennes cruciales dont les enjeux sont insuffisamment perçus. Ces enjeux, ce sont ceux que vous connaissez et que nous avons décrits. Pour l'Europe, ce sera ou bien le sursaut ou bien le décrochage. Pour la France, il s'agit de conserver un rôle moteur, être une force de proposition crédible qui puisse être comprise par tous nos partenaires européens. Et nous savons combien les attentes sont nombreuses dans ce domaine. Ça a été reformulé hier en présence de nos amis allemands. Vous avez dit, Madame la Secrétaire générale, demander un report, ça serait dans un but précis. C'est bien cela. Il y en a un. Que les Britanniques, économiquement, se mettent davantage en ordre de marche. Économiquement. Je n'ai pas dit politiquement. Que nos entreprises soient encore mieux informées. Et donc c'est la raison pour laquelle je demande solennellement au Président de la République, demain, au Conseil européen, de donner son accord à une prolongation de l'article 50 pendant les quelques mois jusqu'au mois de juin. Je le dis très clairement, j'ai cru lire qu'il y aurait une autre position, je veux bien. Et moi je revendique une chose, le pragmatisme. Le pragmatisme, le pragmatisme. On peut faire du juridisme, c'est bien souvent l'ennemi de l'économie et de l'emploi. Sans rien casser des principes européens, ni des principes fondateurs de l'Union européenne, ni le bon fonctionnement de l'Union européenne. Il y a une lecture qui est plutôt celle du Conseil qui dit qu'un report jusqu'au mois de juin n'empêche en rien la tenue des élections européennes. La position de la Commission est légèrement différente parce qu'il faudrait sécuriser les premières décisions. Excusez-moi, qui décide au niveau européen? Les politiques ou la Commission? Le Conseil européen ou pas? Donc il y a cette possibilité, il faut l'unanimité. Si la France s'y oppose, il y aura le 29 à minuit, nous le savons bien, un changement drastique des conditions de circulation, entre autres. Si tel est le cas, je crains que nous n'ayons des difficultés pour une simple et bonne raison, c'est que du côté britannique, au niveau économique, ils ne sont pas prêts. Alors est-ce que c'est notre problème? Eh bien oui, c'est notre problème. Parce que la fluidité, c'est dans les deux sens. Et même si les Britanniques n'ont pas l'intention de faire ceinture et bretelles en matière de contrôle, on les connaît bien, si derrière, notamment à Douvres, je parle pour ma région des Hauts-de-France, il y a des embouteillages monstrueux, ça aura des conséquences pour la, comme on dit en patois picard, pour la supply chain, notamment des entreprises qui travaillent avec le Royaume-Uni d'une façon ou d'une autre. Et là, le délai, il ne s'agit pas de repousser, comme ça a été dit, jusque fin 2020, parce que alors là, on sera dans l'incertitude la plus totale. Ils vont faire des élections ou pas d'élections, et qui l'emportera. Et puis, est-ce qu'ils referont un référendum? Je pense que là, ça n'est pas possible et pas pensable. Mais en revanche, d'avoir ce délai supplémentaire est pour moi quelque chose d'important. Je le dis d'autant plus, et vous pouvez en porter témoignage, le travail que nous avons fait avec le monde du business de la région, notamment les entrepreneurs des Hauts-de-France, avec l'État. Je suis un râleur invétéré, c'est bien connu, mais je me félicite du partenariat que nous avons eu avec Michel Lalande, le préfet de région, qui a fait un travail remarquable et extraordinaire, et qui d'ailleurs, avec la fameuse note, Michel Lalande a servi de fil conducteur à l'état de préparation de la France, pas seulement pour les Hauts-de-France, pour l'ensemble du pays. Très clairement, nous avons fait ce travail, et que ce soit le port de Boulogne, Didier Guillaume y sera demain soir, que ce soit
le port de Calais, que ce soit le tunnel, le port de Dunkerque, nous avons mis les bouchées doubles et nous avons fait en sorte que de nouvelles infrastructures soient aujourd'hui disponibles. Mais si de l'autre côté c'est le bazar, ça nous impactera. Et derrière, moi je me bats pour une chose, la fluidité. Parce que la fluidité, c'est bon pour l'économie et c'est bon pour les emplois. Et c'est ce que je revendique puissamment au nom, encore une fois, de ce pragmatisme et de cette efficacité économique. Je ne rentrerai pas dans tous les débats, que ce soit Christian, Jean et Gérard l'ont indiqué tout à l'heure pardon, le président du Sénat, Monsieur le Président. Joël, il y a un travail important qui a été fait, conduit de façon remarquable, magistrale, par Michel Barnier. Je veux le souligner. La vérité, c'est que nous avions tous pensé que la première partie de l'accord, et notamment le chèque britannique, serait peut-être la partie la plus compliquée. Parce que faire un chèque de 39 milliards, normalement, je crois que ce n'est pas officiel, 39 milliards de livres sterling, donc un peu plus de 45 milliards d'euros, ce serait la partie la plus compliquée. Et tout le monde s'était dit, au final, le Brexit, ça va changer les choses, mais ce sera source de potentialité, de perspectives économiques. J'empiète pas sur une table ronde de l'après-midi. Et puis on s'est aperçu, au final, que c'est la classe politique qui était responsable de cette situation au Royaume-Uni, et que la classe politique en elle-même ne semble pas en mesure de sortir le Royaume-Uni de ses difficultés. Alors, est-ce qu'on punit les Britanniques pour autant? Est-ce qu'on punit l'Union européenne pour autant? Parce que s'il y a de vraies difficultés, pardonnez-moi, ce n'est pas seulement le problème des Hauts-de-France, hein. C'est le problème de toute la France, et c'est le problème de l'Union européenne. Alors, rentrons un peu plus en détail. Vous avez compris que mon enjeu n'était pas de chercher querelle à qui que ce soit, mais essayer de trouver des solutions pragmatiques. Pourquoi un délai supplémentaire? L'administration des douanes, je ne suis pas très objectif parce qu'il n'est pas seulement ministre que je connais, il est aussi mon ami. Gérald Darmanin a fait très tôt les choses qu'il fallait pour recruter le nombre de douaniers supplémentaires. Et ce qui est en train de se passer aussi, paradoxal soit-il, c'est en ce moment ce qui se passerait si on n'avait pas anticipé. Oui, il y a une grève du zèle. Aucun des contrôles effectués aujourd'hui par les douaniers, que ce soit Paris-Nord ou que ce soit sur la côte des Hauts-de-France, aucun de ces contrôles n'est aujourd'hui obligatoire. Vous avez parlé de grève du zèle, c'est la stricte vérité. Aucun n'est obligatoire. Le seul qui pourrait être éventuellement obligatoire, ce sont ceux liés à la sécurité pour vérifier si par hasard ou à des moments donnés, il n'y a pas des armes dans un véhicule. Mais aucun de ceux qui est demandé aujourd'hui n'est obligatoire. Et aucun de ceux qui est aujourd'hui pratiqué par les douaniers ne sera demandé demain après le Brexit. Aucun. Pourquoi? Parce qu'on a imaginé des procédures digitalisées pour que les démarches se fassent le plus en amont possible et que physiquement, vous n'ayez pas, par exemple, un camion qui arrive juste à l'entrée, je parle sous le contrôle de Jean-François, de Catherine, Philippe Mignonnet qui est aussi présent, que personne n'arrive en disant « bon, maintenant, c'est comment les modalités ?» Parce que si c'est le cas, ils sont interceptés bien en amont et ils ne viennent pas, pardonnez-moi, nous bloquer le trafic. Voilà pourquoi nous avons mis en place des centres avec des procédures d'urgence. Tout ceci a été anticipé. Le seul problème, c'est que vous pouvez avoir certaines entreprises qui, parce que leur taille n'est pas très importante, elles n'ont pas investi dans des moyens informatiques comme tout le monde, qui elles-mêmes ont besoin de se familiariser avec ces principes. Comme nous avons aussi besoin que le transporteur lituanien ou polonais sache bien que s'il arrive, pardonnez-moi, le bec enfariné à la fin pour dire où je fais mes formalités, il ne va pas bloquer la circulation et le trafic pour tout le monde. Et là, un petit peu de temps supplémentaire, ce n'est pas inutile. C'est pas inutile. Et même si on a décidé de mettre en place des panneaux d'information sur l'autoroute, en polonais également, pour bien dire si vous n'avez pas fait vos formalités, vous n'irez pas jusqu'au port, un peu plus de temps est apporté. Et le monde du business français a mis du temps. Je me souviens également que la dernière université d'été du MEDEF, j'avais fait un débat, j'avais invité un certain nombre de branches professionnelles, la salle n'était pas pleine, parce que tout le monde pensait que ça s'arrangerait bien, que ça finirait bien. Et aujourd'hui, si on a un besoin supplémentaire, ce n'est pas sur les formalités, ce n'est pas sur les modalités, c'est sur la communication. C'est sur la communication. Je ne suis pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points. En termes de contrôle phytosanitaire et sanitaire, on a besoin, je le dis très clairement, d'être souple. Parce que tous les effectifs ne sont pas là. Les douaniers, nous savons. Les effectifs sanitaires et phytosanitaires, nous ne le savons pas encore exactement. Et si du jour au lendemain, on change tout, alors là, bazar assuré. Et moi, ce que je propose, c'est très simple. Les Britanniques ne sont pas une nation comme les autres. Nous le savions comme partenaire, mais c'est quand même une nation européenne depuis 50 ans. Pas nation européenne, pardon, depuis beaucoup plus longtemps que cela. Membre de l'Union européenne à sa façon, depuis un demi-siècle. Ils ont les mêmes normes que nous. Pardonnez-moi,
Le Stilton, tant qu'il est fabriqué, comme aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on le contrôle? Et nous, dans ces conditions-là, le maroilles, le fromage du Boulonnais, il est fabriqué de la même façon, c'est les mêmes normes, pourquoi on contrôle dans l'autre sens? Pourquoi on n'a pas changé les normes? En revanche, le jour où les Britanniques changent leur contrôle et ne contrôlent plus, notamment le poulet qui arrive d'outre-Atlantique, j'ai pas envie de faire manger du poulet chloré à mes enfants. Et là, ce jour-là, on change tout. Mais en attendant, je le dis très clairement, tous les effectifs ne sont pas aujourd'hui là pour la semaine prochaine. Et vous le savez vous-même. Et je le dis d'autant plus que le dernier coup de rein, le coup d'accélérateur de l'ensemble des ministères, Didier Guillaume a pris ce dossier à bras-le-corps. Ça n'a pas été toujours le cas avant. Ça n'a pas été toujours le cas avant. Excusez-moi d'en dire les choses pour savoir quelles sont les difficultés auxquelles nous serons confrontés. Et si vous voulez être efficace de façon pratico-pratique, il faut aussi que les administrations se parlent. À la demande de Bruxelles, il a été interdit à nos administrations d'établir des contacts officiels avec les administrations britanniques. Si. Oui, il y en a, mais vous reconnaissez vous-même, il y en a, j'ai dit officiels. Voilà. Nous avons organisé nous-mêmes dans la région des industries days à 2 reprises où nous avions jusqu'à 400 chefs d'entreprise, pas seulement français, britanniques également, notamment le monde du transport, qui était content d'avoir des informations, mais ils les avaient plutôt du côté français que britannique, des Belges, des Néerlandais, qui venaient avec des questions très précises et on a essayé de leur apporter des réponses très précises. Avec qui? Avec le directeur régional des douanes et avec Karen Wheeler, la directrice générale des douanes britanniques. Donc dans certains domaines, on a pu le faire, mais à un moment donné, on leur a dit de ne pas aller trop loin parce qu'il ne fallait pas court-circuiter les négociations qui ne se fait pas se faire d'État à État, mais qui devaient se faire au niveau européen. Vous croyez que ça a gêné les Belges et les Hollandais pour établir des discussions? Vous croyez que ça les a gênés? Ils ne sont pas gênés, eux. Ils ont discuté de façon certainement officieuse. Mais le résultat est là. Donc nous avons réussi à montrer qu'en ce qui concerne les ports, Boulogne-Calais, c'est la même entité juridique. Mais il y a une logique propre à la pêche, je vais y revenir dans quelques instants. Le tunnel, qui a consenti des investissements importants par avance, et le port de Dunkerque, le Premier ministre a lui-même visité les installations, nous avons fait. Nous avons essayé d'anticiper. Mais je vous le dis très clairement, on peut toujours dire, on peut toujours faire plus, c'est le cas, c'est le côté britannique qui davantage m'inquiète. Et si nous avons une forme d'embolie du niveau britannique, cela nous impactera. Pourquoi nous avons voulu toutes ces démarches? 2 minutes de contrôle par camion, c'est pas beaucoup? C'est 27 km de bouchon, pare-choc contre pare-choc, des 2 côtés. Ça veut dire rideau. Et je vous le dis, les denrées périssables, ils vont pourrir dans les camions, ce ne sera pas seulement des camions des Hauts-de-France. C'est de toute la France et de toute l'Europe. C'est donc notre intérêt de pouvoir leur permettre, parce qu'ils l'ont aussi compris, le monde du business britannique, peut-être qu'on attend moins de la politique et de l'État chez eux, mais n'a pas eu de visibilité de la part des autorités politiques qui ont été concentrées sur Brexit, pas Brexit, article 50, pas article 50, les amendements votés parfois à quelques voix de majorité ou rejetés à quelques voix de majorité. Maintenant, c'est une façon aussi pour eux de s'engager et d'aller beaucoup plus vite. Donc il ne s'agit pas pour moi d'être coulant, trop conciliant avec eux, mais d'essayer de savoir ce qu'est une vraie stratégie win-win. Et il y a un dernier point pour lequel les 3 mois seraient bien, la pêche. La pêche. La pêche, le ministre, j'avais eu l'occasion de lui en parler, ainsi qu'au Premier ministre, ont commencé à établir des discussions avec nos amis britanniques. Nos amis britanniques, vous savez, ils savent compter. Si nous présentons un front uni, toutes les régions de France concernées, ceux qui s'occupent de la ressource, mais ceux qui s'occupent aussi de la transformation, si on leur montre qu'en engageant une guerre, ils vont y perdre, parce que transformer leur poisson en France ou le transformer en Norvège, ce n'est pas le même prix. Et ils savent compter, les Britanniques. Or, si vous pensez que d'ici la semaine prochaine, on va tout régler, vous allez avoir l'incertitude pour les pêcheurs. Ce n'est pas directement lié à l'article 50. Ce n'est pas directement lié au statut. Mais c'est tout simplement une autre dimension pratique qui me concerne moi, mais qui concerne aussi, j'en suis persuadé, Nouvelle-Aquitaine, la Normandie, la Bretagne, comme les Hauts-de-France. Et c'est pour ça qu'au nom du pragmatisme, allez, quelques mois de plus, ça ne changera pas face des choses, ce n'est pas ça qui va créer de l'incertitude, les choses seront arrêtées. Mais ça va nous permettre de pouvoir négocier et, s'il le faut, engager un bras de fer avec les Britanniques. Je ne le souhaite pas, mais il faut aussi y être prêt pour permettre, encore une fois, un maximum d'efficacité. Est-ce que ceci va nuire aux intérêts vitaux de l'Europe? J'en suis intimement convaincu, non. Non. Ce qui est vrai, c'est que ce qu'il va falloir imaginer, après avoir passé beaucoup de temps sur les modalités du divorce, c'est de savoir comment nous allons vivre maintenant, ensemble. Parce que le Royaume-Uni, ce n'est pas une île qui va partir à la dérive, qui va larguer les amarres pour aller se placer sous protectorat américain.
Il y a une chose qui ne changera pas, hein, la géographie. Entre Douvres et Calais, 27 km, ça ne bougera pas. En revanche, ça a été dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on va négocier? Je n'en sais rien, moi j'ai mon idée si on me demandait. Mais franchement, le Royaume-Uni, ça ne sera jamais la Turquie, hein, ni la Norvège, ni le Canada. On a quand même une histoire particulière. Le départ du Royaume-Uni sont eux qui ont décidé, c'est leur choix souverain. Ne critiquons pas, ne contestons pas. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe. Parce que si vous voulez faire demain l'Europe de la défense, il vaut mieux faire encore avec les Britanniques plutôt qu'avec un certain nombre de pays qui regardent bien souvent, européens, plutôt du côté américain, notamment quand il s'agit de se fournir, que du côté européen. Donc on a autre chose à inventer avec eux. Ça ne va pas devenir des hostiles, ça ne va pas devenir des ennemis, ça ne va pas devenir des voisins lointains ou des cousins. Non, on a une histoire commune avec eux et c'est ça qu'il va falloir réinventer. Alors on va me dire, oui, mais quand même, s'ils partent et qu'il n'y a pas de conséquences, il y en a beaucoup qui risquent de partir. Il faut déjà pouvoir faire un tel chèque. Il faut déjà être accepté d'assumer les conséquences quand on se tire une balle dans le pied. Parce que le niveau de vie au Royaume-Uni, je ne souhaite pas le pire pour nos amis britanniques, ça ne va pas être forcément génial. Quand vous voyez aujourd'hui, question de l'immobilier, différentes questions, il y a des délocalisations qui sont une évidence, rien n'est simple et rien ne sera simple. Sauf qu'il ne vaut mieux pas leur souhaiter le pire parce que ce n'est pas bon non plus pour nous et qu'on a toujours intérêt à avoir en tête cette négociation et cette stratégie win-win. Moi, voilà ce à quoi je crois. Je ne me place pas seulement en tant que président de région, je pense sincèrement que c'est l'intérêt de la France et l'intérêt de l'Europe que d'imaginer une nouvelle relation avec le Royaume-Uni. Il ne s'agit pas de les punir, ils ont fait ce choix souverain, mais il nous reste à réinventer cette relation et je pense que c'est très clairement l'enjeu. Est-ce que la France, par contre, est prête à imaginer cette nouvelle relation? Est-ce que l'Europe est prête à imaginer cette nouvelle relation? Non, pas encore. Parce qu'on oscille entre différents sentiments. Mais là, ça n'est pas lié à l'extension de l'article 50, c'est une autre histoire qui commence. Mais encore une fois, on a plutôt intérêt à trouver le bon compromis au-delà de l'article 50 pour vivre avec le Royaume-Uni d'une autre façon. Le tunnel sous la Manche est un élément très important des relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'Europe, puisqu'il y a plus du quart des marchandises qui transitent par le tunnel, plus du quart des échanges entre le Royaume-Uni et le continent qui transitent par le tunnel. Et c'est en plus souvent des trafics qui sont à flux tendu, donc qui ont une importance économique plus grande. Et le service du tunnel sous la Manche, qui est rapide et qui a une fréquence qui est élevée, a certainement eu un impact très important sur le tissu économique des deux côtés et sur une interpénétration entre les deux économies. Mais pour revenir à votre question, effectivement, on ne va pas, comme le disait Xavier Bertrand, on ne va pas du jour au lendemain avoir en face de nous des extraterrestres. On a toujours un pays qui est à 30 km de nos côtes. Les relations économiques vont rester très, très importantes. Et de ce point de vue-là, ce qui est le plus intéressant, c'est non pas l'accord de divorce, mais c'est plutôt quelles sont les relations économiques que nous voulons bâtir. Et le constat que nous avons fait, c'est que le Brexit, en fait, ça ne veut pas dire plus de contrôle. Ce n'est pas ça. C'est une procédure qui devient différente. Et c'est très important de le souligner. Il n'y aura pas de contrôle de chaque camion qui traverse la frontière. Il y a juste un passage de frontière avec un certain nombre de procédures qui ont trait à des dimensions fiscales ou des dimensions de respect de normes, et donc qui peuvent être bien automatisées par les moyens modernes. Et c'est ce que nous avons, ce que nous allons faire en coopération avec les autorités des deux pays. Donc on y travaille depuis de nombreux mois, et le process que nous avons bâti est un process qui devrait
après les quelques semaines ou les quelques mois je dirais, de l'adaptation qui est nécessaire, qui devrait être aussi fluide qu'auparavant. Alors je vais m'expliquer pour vous dire un petit peu ce que l'on a fait et comment les choses vont se passer. Donc ce que j'ai dit, c'est que le transport de marchandises, quand il y a passage de frontières, il y a un certain nombre de procédures, des procédures fiscales, des procédures de déclaration qui peuvent et qui même doivent être faites avant le passage de frontières, donc en anticipation du passage de frontières. Et donc c'est cet élément-là qui est important et qui nécessite que les acteurs économiques soient préparés à cet exercice. Mais une fois qu'un transporteur donc, a fait sa déclaration dans les systèmes, notre rôle, nous, sera juste de vérifier que le passage du camion, donc par une saisie de la plaque du camion, de transfert de l'information que le camion est passé chez nous en entrée de terminal aux autorités douanières, et les autorités douanières, pendant le temps du transport, pourront dire s'ils souhaitent ou s'ils ne souhaitent pas faire un contrôle du camion. Donc d'un point de vue pratique, dans le sens de l'exportation pour un Européen, donc de la France vers la Grande-Bretagne, le camion a fait ses déclarations préalablement au passage de la frontière. On flash la plaque et on donne l'information aux services français et britanniques que le camion a passé la frontière. Et ensuite, s'il y avait des contrôles à faire, les Britanniques ont dit qu'ils ne le feraient pas à la frontière, mais qu'ils le feraient à l'intérieur du pays. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas de souci de fluidité. Dans l'autre sens, dans le sens des importations du point de vue européen, c'est-à-dire un camion qui vient de Grande-Bretagne vers la France, le principe est le même. Il y a donc une déclaration préalable qui doit être faite. Dès qu'il arrive à Folkestone, on flash la plaque du camion et on envoie l'information aux douanes britanniques et aux douanes françaises. Et les douanes britanniques les douanes françaises traitent l'information pendant le trajet. Et à l'arrivée, il y a trois cas de figure. Soit le camion a fait ses déclarations et il ne transporte pas de matières qui doivent donner lieu à un contrôle sanitaire ou phytosanitaire dont on parlait. Dans ce cas-là, soit les douanes disent que le camion est en règle et qu'ils ne souhaitent pas le contrôler, ce qui sera la majorité des cas. Et dans ce cas-là, le camion sort de notre terminal de Calais de façon fluide. Soit il se trouve qu'ils veulent faire un contrôle, mais ce sera vraiment une exception, et donc nous avons organisé une zone où faire le contrôle. Et le troisième cas, c'est le cas que citait Xavier Bertrand, le cas de transport de denrées qui nécessitent un contrôle sanitaire ou phytosanitaire. Alors ça représente, je dirais, de 10 à 15% du trafic, donc c'est pas la majorité. Et dans ce cas, il y a une procédure juste de vérification de documents dans la majorité des cas. Et les cas de contrôle effectif de la marchandise sont vraiment relativement rares. Donc on voit que le process a été travaillé pour assurer une fluidité parfaite. Mais pour qu'il y ait fluidité, il faut trois conditions.
la première, c'est qu'on ait fait les investissements en station douane et en station CIVEP pour les contrôles sanitaires. C'est ce que nous avons fait et on sera prêt pour la fin du mois. Seconde condition, c'est qu'il faut que les autorités des différents pays aient les effectifs et les systèmes d'informatique qui permettent de fonctionner. Comme on l'a dit, on a de l'assurance que les douanes, notamment les douanes françaises, les auront. On travaille avec eux de façon très, très étroite depuis de nombreux mois et on voit que la préparation avance bien. Il y aura peut-être un peu plus de délai pour les services vétérinaires. Et la troisième, et il ne faut pas qu'il y ait de grève du zèle qui encore une fois, je le rappelle, n'a rien à voir avec le Brexit. Et la troisième condition, et c'est celle-là qui est certainement la plus critique, c'est que les transporteurs et les chargeurs soient prêts et soient habitués à la procédure nouvelle, qui n'est pas une procédure très, très compliquée, elle se fait en quelques clics, mais c'est quand même des habitudes nouvelles qu'il faut prendre, et que donc les agences économiques soient prêts aux nouvelles procédures. Donc nous on pense qu'il y aura quelques semaines ou quelques mois nécessaires pour cette adaptation, mais que in fine, ce qui est le plus important, ce qui est critique, c'est que l'on conserve une fluidité parfaite du passage de la frontière. Et pour l'anecdote, on a profité des travaux pour le Brexit pour concentrer sur un même lieu l'ensemble des contrôles que l'on faisait, des contrôles de sécurité et des contrôles de sûreté que l'on faisait dans différents lieux. Donc on devrait sortir avec un outil, je dirais, même plus performant que celui que l'on avait. Voilà. Mais c'est encore une fois, dans la théorie, ça devrait bien fonctionner et on a tous les outils pour. Il faut maintenant que l'information passe bien, que nos clients soient prêts, que leur service douanier puisse trouver les bonnes procédures et qu'ils les mettent en place. Et dans ces conditions-là, on devrait avoir après quelques semaines peut-être d'adaptation, on devrait avoir une frontière qui restera fluide, et ça c'est le plus important. Je voudrais rappeler simplement en introduction, nous on est commissionnaire en transport, c'est-à-dire qu'on organise aussi bien des transports routes et ça représente une grosse part de nos activités. Quand on organise de la route, on ne l'organise pas forcément, on l'organise pour partie par le tunnel, mais pas que. Vous avez bien dit tout à l'heure, Monsieur le Président, qu'il faut présenter un quart du trafic, mais il y a les 3/4 qui restent, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est très important. Donc il y a aussi des accords à ce niveau-là, mais on a des craintes aussi. Et on organise également du transport aérien et maritime. Donc transport aérien peut être une petite solution, parce que bien évidemment, les taux de fret ne sont pas du tout les mêmes que sur la route. Et puis on a aussi l'environnement qui peut être touché si on utilise beaucoup l'avion. Alors maintenant, pour répondre à votre première question, on est quand même confiant, puisque nous, on travaille beaucoup avec l'administration, principalement l'administration des douanes françaises, la direction des douanes françaises, qui a mis en place, et vous l'avez dit, Monsieur le Président Gauthier, une anticipation des flux sur la douane avec les entreprises qui vont être connectées. Ce qui me fait peur, c'est que tout à l'heure, j'ai entendu 30 000 entreprises touchées par la précédente personne qui était à la table ronde. On est aujourd'hui 1700 entreprises reconnues en France avec une certification qui s'appelle la certification OA. C'est peu quand même sur 30 000 entreprises, donc on peut quand même se poser des questions. Et puis bien entendu, mais j'y reviendrai tout à l'heure, sur toutes nos PME et nos TPE. Cependant, si nous restons sereins sur ces solutions douanes qui sont proposées aujourd'hui, qui est vraiment une très bonne solution, hein. Cette connectique proposée aussi bien pour les ports, j'insiste sur les ports,
que sur Eurotunnel est une solution à nous et adhérents de nos syndicats professionnels qui nous va bien. Encore faut-il, on va quand même rester vigilant que ça fonctionne. Or, aujourd'hui, on a des partenaires. Getlink en fait partie, c'est un partenaire important. On a d'autres partenaires, des sociétés privées. Je pense à des gens comme la Sogjet, à des gens comme EasyLog, Connex, qui ont des connexions informatiques aussi. Quid de tout ça? Aujourd'hui, ils ont eu par l'administration douanière des schémas directeurs, ils ont eu à modifier leur système pour que ça fonctionne. On a fait des tests. Pour partie, ça fonctionne, pour partie, ça ne fonctionne pas. Alors, je rejoindrai le discours de M. Xavier Bertrand qui disait tout à l'heure, oui, globalement, on est confiant avec ça. Quid d'un report? Nous, le report nous va bien parce que je pense que si on peut avoir 3 mois de plus, globalement, ça va aller bien à l'ensemble de nos entreprises. Mais quid surtout aussi de nos amis anglais? Parce que vous parliez tout à l'heure, si on a ces solutions en France, et là-dessus, on est assez confiant, qu'est-ce qui va se passer quand le camion il va franchir la frontière de l'autre côté? OK, il a passé, mais s'il est bloqué de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est une vaste question. Exactement. Moi, je voudrais revenir également, si on est confiant, on se pose, nous qui sommes une ETI, on est moins de 500 personnes en France, on se pose bien évidemment la question pour nos clients PME, TPE, mais pas seulement. Pour toutes les entreprises industrielles en France qui travaillent aujourd'hui avec la Grande-Bretagne, comme s'ils travaillaient avec le nord de la France ou le sud de la France, c'est-à-dire sans aucune formalité douanière. Et ces sociétés, l'effet qui se coule, c'est qu'elles travaillent avec des TPE, des petites entreprises de transport qui ont entre 1 à 3 camions. Ces gens-là ne connaissent pas du tout l'international. Et ils n'ont jamais travaillé à l'international. Et ils ne sont pas dans nos conférences, ils ne sont pas dans nos colloques, ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc ça, c'est effectivement une vraie question. Et si on parle de la connectique, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Qu'on travaille en EDI, nos grandes entreprises ou nos moyennes entreprises travaillent dans le système EDI. Les autres travaillent en système DTI pour beaucoup de nos PME. Mais beaucoup travaillent sans aucun système. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on peut quand même se poser des questions. Bon, je crois qu'il faut quand même rester optimiste. On est relativement confiant. À la question de dire... Est-ce que pour nous, ça va créer aussi des opportunités? Nous, prestataires de services, je dirais que vulgairement, on ne peut pas cracher dans la soupe et on ne peut pas dire que ça ne va pas nous apporter des opportunités. Ça nous apporte à l'encontre de nos clients, puisque ça va être des coûts supplémentaires. Mais aujourd'hui, nous, on nous demande déjà beaucoup de conseils, on nous demande du transport, entre autres sur des solutions aériennes, on nous demande comment ça va se passer sur la douane, on nous demande de la logistique, puisque beaucoup d'entreprises ont fait des stocks tampons. Donc pour nous, prestataires de services, on pourrait se dire « Waouh, c'est super !» Il y a un super marché. Je me permettrai de surtout pas dire ça aujourd'hui parce que pensons aussi aux sociétés qui vont avoir énormément de coûts supplémentaires et puis tout va pas être rose. Alors, on reste confiant. Je voudrais simplement finir en disant il y a aussi deux choses. En termes d'information, il y a 2 très beaux guides qui ont été faits. Un guide qui a été fait par la Direction générale des douanes, qui est très, très intéressant, et un guide qui a été fait par le MEDEF, qui montre bien aux entreprises toutes les problématiques du Brexit, pas seulement sur la partie transport, mais aussi sur la partie financière, sur la partie fiscale, tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc moi, j'incite les gens à regarder ce guide qui a été vraiment très, très bien fait par le MEDEF. Je pense que dans les discours que vous avez entendus, je vais quand même changer un peu de ton. Parce que, il faut être très clair, les entreprises doivent se préparer et le message qui nous est après donné depuis l'automne dernier, c'est préparez-vous au scénario du pire, à savoir à celui d'un no deal le 29 mars. Je veux bien. Si je suis une entreprise d'une très grande taille, et je pense que celles-là sont prêtes, c'est ce qui a été décrit par mes 2 prédécesseurs à cette table ronde, je pense qu'en effet, elles ont les moyens, les capacités à développer des coûts dans leur coûts d'exploitation sur 2018 et 2019 à se préparer. Ce n'est pas forcément le cas d'une ETI qui potentiellement pourrait en effet s'équiper, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, d'une équipe de services douane qui représenterait donc de la masse salariale, des coûts, potentiellement des partenaires, des contrats avec des transitaires, et finalement, ça ne serait utile qu'au 1er janvier 2021. Si c'est une entreprise qui fait, allez, je vais dire, entre 5 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle aura disparu avant le 31 décembre 2020. Elle est incapable de supporter des coûts qui ne servent à rien. L'entreprise France, et ce n'est pas à vous, la représentation nationale, qui allez tous les jours dans vos départements et vos régions,
pour vous dire que l'entreprise France ne se porte pas si bien que ça. Tous les coûts qui seront acceptables passeront, les coûts qui devront être en complément à gérer par les entreprises dans un marché qui va bouger, ce sera des emplois qui seront perdus. Il y a par le passé un certain Premier ministre français, qui disait que finalement, les changements économiques, ce n'était pas très grave, on en perdait ici pour en récupérer là-bas. Moi, je n'ai pas connu ça, je ne suis pas dans le monde de l'entreprise depuis très très longtemps, je n'ai que 51 ans, mais toujours est-il que je n'ai pas connu ça du tout. Tous les emplois qu'on a perdus en France, on ne les a pas récupérés dans notre secteur, ce n'est pas vrai. Et on a un chômage de masse. Donc moi je dis attention, danger. Je considère que la préparation des entreprises, c'est évidemment le rôle des entrepreneurs, mais la préparation de l'État, c'est le rôle de l'État. Et il y a non pas un plan de contingence nécessaire, mais un plan d'urgence qui aurait dû être nécessaire, avec un budget de la République alloué à ce plan d'urgence. Je suis désolé. En effet, le recrutement de 700 douaniers de plus, je suis incapable de vous dire si c'est suffisant ou pas. Pour la partie que je représente, Normandie-Bretagne, c'est 47 douaniers de plus. Je peux vous dire que c'est insuffisant. Donc, très concrètement, je ne sais pas si pour le reste de la France c'est suffisant, mais en tout cas, le fait d'en recruter 300 en 2018, 200 en 2019 et 200 en 2020, ceux de 2020, c'est trop tard. On nous a dit que c'était pour le 29 mars 2019 qu'il fallait être prêt. Donc, honnêtement, je n'ai pas du tout le même ton que mes prédécesseurs. On a en effet, dans le plan de contingence, travaillé essentiellement sur la difficulté des aménagements. Créer un bâtiment, des guérites de contrôle, j'ai envie de dire, c'est assez simple. Même si on est dans un espace confiné, ça paraît plus compliqué. Donc, il y a besoin, en effet, dans le plan de contingence, de pouvoir permettre de le faire plus rapidement. Ça, c'est fait. C'est vrai que j'ai participé sur le port le plus à l'ouest du Transmanche à Roscoff avec le ministre de l'Europe, Jean-Yves Le Drian, à la visite qu'il s'est organisée du port. C'est vrai qu'on a vu des espaces bitumés et les autorités portuaires lui ont dit à ce stade-là, pour le 29 mars, il y aura un bâtiment permettant de faire les contrôles sanitaires et phytosanitaires. Bon, admettons. C'est un bâtiment à construire, ce sera sans doute du préfabriqué et il sera, matériellement plus solide pour l'avenir. Mais bon, ça d'accord. Mais honnêtement, sur les procédures et ainsi de suite, aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en effet, je suis tout à fait conscient, et j'ai rencontré le directeur général des douanes vendredi dernier, on m'a expliqué que finalement, la Normandie et la Bretagne étaient rentrées un petit peu plus tard dans le concert des obligations de la DGDDI, après les Hauts-de-France, parce que le problème était plus majeur au niveau des Hauts-de-France. En effet, les volumes sont bien plus importants, donc potentiellement le problème est majeur. Je ne vois pas pourquoi nous, on n'aurait pas pu être intégrés au même temps. Nous avons été intégrés sur le système informatique le 7 février. Moi, mon entreprise annonce, nous serons prêts le 25 mars. Mais aujourd'hui, j'ai des bruits pas forcément équivalents, venant des services soit nationaux, soit régionaux, soit départementaux, des douanes, pour savoir si oui ou non, eux seront prêts. Donc très concrètement, en effet, la dématérialisation informatique des procédures, c'est absolument essentiel, tout le monde est d'accord, pour maintenir un état de fluidité qui soit approchant de l'équivalence. J'ai entendu ça par la secrétaire générale tout à l'heure qui était à la première table. Non, pas à l'équivalence, pas approchant de l'équivalence, à l'équivalence. Toute la difficulté, la moindre difficulté qu'on aura sur nos passages portuaires, ou bien pour le cas d'Eurotunnel, Getlink, c'est équivalent, ce seront des marchés qu'on va perdre et qui vont glisser vers le nord de l'Europe. La part du transmanche est très très majoritaire de Dunkerque à Roscoff, donc pour les ports de France et Eurotunnel. Si on perd des parts de marché, ça ne sera pas pour nous, ça passera à côté. Donc, nous sommes, nous, en zone de risque économique sur ce point-là. Alors, de là à vous dire ce qui va se passer après, et combien est-ce qu'on va perdre de parts de marché, je ne suis pas devin et je ne suis pas dans la capacité de vous donner un chiffre. Je vais juste prendre 2 points, 2 phénomènes importants. Ce secteur du transmanche a connu deux points d'étape extrêmement importants. C'est le 1er janvier 1993, c'est l'entrée dans le marché unique donc du Royaume-Uni et des îles britanniques. Le transport de véhicules industriels de Dunkerque à Roscoff en 1993, c'était à peu près 800 000 camions par an. Aujourd'hui, c'est plus de 4,8 millions sur le même périmètre.
Nous avons donc multiplié par 6 à 7 le volume transporté avec quasiment les mêmes équipements. Eurotunnel ou le tunnel sous la Manche est venu en plus. Ça a été une formidable ascension de l'emploi dans les ports et au niveau du secteur maritime, cette période 93 à quasiment aujourd'hui, sauf qu'en effet, il faut prendre en compte le fait que quand Eurotunnel est arrivé, il y a eu une dégradation de l'emploi maritime, puisque finalement, en prenant un quart du marché, évidemment, tout ce qui ne passait pas sur les bateaux passait par le tunnel. Mais ça, je dirais, c'est le deuxième phénomène économique important du transmanche, c'est donc la création d'Eurotunnel qui a créé un outil complémentaire de transport sur la Manche. Et donc, ça a complètement, ce que je voulais vous expliquer là, ça a complètement bougé les cartes. D'abord, une forte croissance pour mon secteur, et ensuite un déclin. Il est sûr d'une chose, que si on se revoit dans 10 ans, le Brexit aura un impact sur le marché. Il ne sera pas à l'identique. Donc j'ai envie de dire que de compter, comme disait M. Pourquerie de Boisserin, qui a été nommé auprès du gouvernement comme coordinateur, de compter les camions, ce n'est pas suffisant. Potentiellement, crise égale opportunité, disent nos voisins britanniques. Eh bien très bien, dans ces conditions-là, il faut aller au-delà de compter le nombre de douaniers nécessaires pour avoir une équivalence de fluidité. Il aurait fallu être encore plus ambitieux. Je suis conscient que ça fait partie des difficultés du budget de l'État. Mais ceci étant, si on ne réussit pas l'opération en 2019, on ne la réussira jamais. Ou alors, potentiellement, on donnera du temps. Je suis tout à fait d'accord avec mes deux prédécesseurs et le président de la région Hauts-de-France sur le fait que si nous avons 3 mois de plus, ce n'est pas utile, c'est même nécessaire. Donc, un appel également à faire en sorte à faire un peu de sérieux. En effet, les Anglais n'ont pas attrapé la gale le 26 juin 2016 et ils ne sont pas non plus devenus des extraterrestres, pour reprendre son expression. Donc, voilà un peu sur ce que je voulais vous dire sur, pour moi, les difficultés que je connais, les difficultés que connaissent nos acteurs. Et c'est vrai que le transmanche s'est organisé au niveau maritime sur un point, c'est qu'il fallait non seulement améliorer systématiquement les procédures pour améliorer la fluidité. Pourquoi? Parce que le marché était en croissance et les opérateurs ont joué leur rôle, c'est-à-dire de faire en sorte d'être tout à fait pertinents et de plus en plus pertinents sur leurs modèles économiques. Et puis, nous avons aussi une responsabilité qui dépasse, je dirais, la responsabilité pécuniaire de nos métiers, c'est l'environnement et le social. Et pour être très clair, depuis un certain temps, depuis à peu près 2003, alors c'était concomitant au fait que le pétrole devenait de plus en plus cher, nous avons fortement réduit la vitesse de nos navires. Et comment on a compensé ça? En réduisant le temps d'escale. Parce qu'on est devenu bon sur le transfert entre le terrestre et le maritime avec nos opérateurs portuaires. Ce qui veut dire, là où je veux en venir, on ne pourra pas augmenter le temps d'escale. Une fois de plus, la fluidité est absolument nécessaire, obligatoire, non pas à objectif équivalence, à l'équivalence et sans se dissoudre dans le temps. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, nos modèles économiques sont construits sur un nombre de traversées par jour. Et si on rallonge le temps d'escale, on ne fera pas le nombre de traversées. Donc le modèle économique, excusez-moi, mais il est foutu. Voilà pour ce qui concerne le maritime, les enjeux. Et c'est vrai que, malgré tout, pour y donner une note optimiste, j'y crois quand même, puisque la compagnie que je préside, nous avons investi plus de 400 millions d'euros en l'espace depuis le référendum dans une future flotte neuve, au bénéfice donc d'augmenter nos capacités. Et si potentiellement les choses se passent très bien, on continuera, et au bénéfice également donc d'une maîtrise de l'environnement et des pollutions atmosphériques, puisqu'on se base maintenant, et certains opérateurs ont pris le chemin de se baser donc sur une émission diminuée par le biais donc de changement de carburant. Donc là, ce que je voulais dire, je ne suis pas aussi optimiste que mes voisins ou mes prédécesseurs. Je continue à alerter sur la difficulté que l'on va connaître. Et puis j'ai envie de dire que finalement, la démonstration que nous font les opérateurs régaliens du contrôle douanier dans le moment nous montre ce à quoi on peut s'attendre. Je suis désolé, même si les contrôles qu'ils font aujourd'hui ne sont pas complètement obligatoires, potentiellement, s'il y avait une crise, je ne sais pas, de produits illicites ou quelque chose qui se passe, ce sera à ça qu'on sera conditionné.
Je vais vous parler à la fois en tant que président de la Chambre de commerce franco-britannique, qui réunit quelques 2000 entreprises, petites, moyennes et grandes, et qui est la plus vieille chambre de commerce en Europe, qui fête ses 145 ans cette année. Et je vais vous parler aussi en tant que dirigeant d'entreprise, de très grandes entreprises, depuis près de 40 ans. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire. Je ne sais pas si vous le savez, aujourd'hui, c'est le 1000e jour où nos amis anglais ont décidé de voter, et ils ont voté pour la sortie de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, c'est le 1000e jour, donc c'est un anniversaire, donc je voudrais leur souhaiter un heureux anniversaire. Voilà, c'est un humour très britannique. La deuxième chose, c'est que ce Brexit, c'est un peu comme un feuilleton de séries télévisées ou Netflix. Hein. Tous les jours, il se passe quelque chose et tous les jours, il y a un micro-événement qui fait qu'on est tantôt content, heureux, stressé, anxieux, etc. Alors, vous disiez, monsieur le sénateur, oui, je crois que le Brexit est une opportunité. Et je voudrais, en quelques mots, vous dire pourquoi. D'abord, le franco-optimiste que je suis et l'euro-optimiste que je suis essaie de regarder le côté à moitié plein plutôt que le côté à moitié vide. La première chose, c'est que je pense que le Brexit est une opportunité pour l'Europe. Pourquoi c'est une opportunité pour l'Europe? C'est que l'Europe et les 27 se sont ensemble unis pour dire voilà ce que nous voulons et voilà ce que nous ne voulons pas. Et si, messieurs et nos amis, les Anglais, vous décidez de sortir, c'est de votre responsabilité, mais c'est dans un certain nombre de conditions. Et Michel Barnier et toutes les équipes ont juste fait un boulot absolument remarquable, et ils ont tenu la digue, et la digue n'a pas rompu. Donc je pense que l'Europe a progressé, et l'Europe a eu un effet de catalyse autour du Brexit. Donc première opportunité. Deuxième opportunité, on ne peut jamais se réjouir du malheur de ses amis. Il n'empêche que pour la France, c'est une opportunité, et je pense que Christophe Lecourtier en parlera, mais l'attractivité de notre pays n'a jamais été aussi forte. Jamais été aussi forte depuis 15 ans. Et il suffit de regarder les dernières études, notamment la dernière étude du mois de décembre, Ipsos, alors je sais, on va me dire les gilets jaunes, etc. Il n'empêche que l'attractivité de la France est extrêmement forte à plein de points de vue. Regardez aujourd'hui en Europe, juste un exemple, la relocalisation d'établissements financiers et de banques. 269 établissements financiers et banques ont choisi de quitter le territoire du Royaume-Uni pour aller vers d'autres pays européens. 100 à Dublin, à date, 100 au Luxembourg et 41 à Paris, dont l'autorité bancaire européenne que vous connaissez bien. Donc une opportunité pour l'Europe, une opportunité pour la France. La troisième chose, c'est que je pense que c'est une opportunité pour le monde de l'entreprise. Pourquoi? Parce que l'ensemble des décideurs économiques que nous sommes, nous avons l'habitude de gérer l'incertitude, de gérer les situations de challenge, et que ça fait partie de notre quotidien, de notre code génétique. Et je pense que c'est aussi l'opportunité de repenser notre business model, notre modèle économique et notre relation économique avec nos amis du Royaume-Uni. Tous les chefs d'entreprise que je côtoie, j'étais encore hier avec 150 dirigeants d'entreprise autour du sujet du Brexit de manière très pragmatique sur les sujets transport et logistique. Et la question qui a été évoquée tout à l'heure, c'est est-ce qu'on est prêt? En écoutant les douanes, tous les gens qui s'occupent du transport et de la logistique, la réponse est oui. Et le gouvernement français, je peux vous dire, a fait un travail absolument remarquable. Et de l'autre côté, c'est pareil, puisqu'il y avait les gouvernements des deux côtés. Par contre, ça impose quoi? Ça impose aux entreprises de se préparer. Et se préparer, ça veut dire 1. S'organiser. 2. Regarder toute la chaîne de valeur et évaluer les endroits en termes d'interaction avec le Royaume-Uni. 3. Ça nécessite de la planification et de la mise en œuvre. Songez simplement que les transactions économiques entre la France et le Royaume-Uni, c'est 95 milliards d'euros. Vous connaissez aussi bien que moi nos amis anglais. Nos amis anglais sont des gens pragmatiques, sont des gens concrets et sont des gens terriblement résilients. On ne va pas se rappeler Trafalgar. Il n'empêche que, je crois et je pense qu'à un moment ou à un autre, une solution sera trouvée qui permettra aux uns et aux autres de pouvoir poursuivre un certain nombre d'échanges économiques. Donc une opportunité pour le monde de l'entreprise. Je termine, j'ai 2 derniers points. Je pense, et en tout cas nous militons, avec la Chambre de commerce franco-britannique, pour que ce Brexit
et ça a été dit tout à l'heure, qui est voulu d'un point de vue démocratique, qui est véhiculé d'un point de vue politique. Nous militons pour qu'il y ait un oui à ce Brexit, mais un oui à un Remain économique. Et aujourd'hui, toutes les différentes solutions qui sont mises en place, toutes les différentes discussions qui ont été mises en place entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, avec tous les accords très spécifiques en termes de modalités de mise en œuvre, doivent faire en sorte que finalement, au-delà de certaines échéances et de certaines dates, des solutions très pragmatiques soient trouvées. Enfin, les deux dernières choses que je voudrais évoquer, c'est que je crois que le calme est un muscle puissant. Je nous encourage à faire preuve de calme, de détermination et de focalisation par rapport à tout ce qui va se passer et à du pragmatisme. Oui, nous ne savons pas ce qui va se passer dans les détails au 30 mars. Est-ce qu'il y aura Brexit? Est-ce qu'il n'y aura pas Brexit? Soft, dur, mou, pas dur, peu importe. Je crois qu'il faut que nous, collectivement, pensions et repensions nos relations avec nos amis britanniques dans une perspective fondamentalement différente. Nous avons une relation historique avec nos amis britanniques et je pense que dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, le Brexit sera peut-être un micro-événement ou en tout cas un non-événement. C'est ce que je souhaite, en tout cas dans les transactions économiques. La dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est que j'ai une inquiétude qui est, non pas les grandes entreprises, elles sont prêtes, non pas les entreprises de taille intermédiaire, elles sont prêtes, mais je pense à toutes ces petites entreprises qui n'ont pas les moyens en termes d'assistance, de bénéficier de cabinets de conseil et autres, etc., et qui, en se disant je fais du business en Angleterre, demain il va falloir que je relocalise mon business dans d'autres parties de l'Europe, c'est plus compliqué. Comme un Tom Enders, CEO d'Airbus, dit « Nous, j'ai 14 000 emplois au Royaume-Uni, j'ai 15 000 sous-traitants. Si demain, nos amis anglais décident de rentrer dans un Brexit dur, à ce moment-là, j'ai la capacité de délocaliser, la capacité de faire les ailes de mes avions dans d'autres pays européens, et d'autres pays européens sont prêts à m'accueillir. » Ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que je pense que le sujet va être l'accompagnement de nos PME, et ça fait partie de nos territoires, et c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé, à la Chambre de commerce franco-britannique, de lancer le 31 janvier le premier think tank au monde autour des relations économiques franco-britanniques. Ce think tank, qui s'appelle le Cross Channel Institute, a pour vocation, bien tout simplement d'éclairer la route, a pour vocation de réfléchir sur ces relations économiques, a pour vocation de préparer le futur et de faire en sorte que, indépendamment des aspects politiques, on puisse continuer sur des relations extrêmement pérennes sur une dimension économique. Ce n'est pas de l'understatement britannique non plus, mais j'ai l'habitude de débuter toutes nos interventions en rappelant que dès l'origine, depuis l'origine de cette annonce du Brexit, la place financière de Paris ne considère pas que le Brexit soit en soi une bonne nouvelle, ni pour le Royaume-Uni, ni pour la place de Paris, car ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe dans son ensemble, et pas une bonne nouvelle pour la compétitivité de l'Europe dans le monde, qui est aujourd'hui et qui doit être aujourd'hui notre priorité à tous, et que si par hasard les choses revenaient en arrière, on the track, comme disent les Britanniques, après tout, ce serait peut-être la moins mauvaise nouvelle que l'on puisse avoir dans les prochains mois. Cela étant, les Britanniques ont voté, le peuple britannique a voté, et la voie semble se diriger, alors on ne sait pas encore dans quelles conditions, mais vers une sortie. Et donc, dans ce contexte-là, il est vrai que la place financière de Paris a devant elle de nouvelles opportunités qui n'étaient pas une évidence il y a 3 ans, au moment de l'annonce du référendum. Je dois vous dire qu'au moment où M. Cameron a lancé son référendum
en 2016, les premiers contacts que nous avons eus à Londres à cette époque-là, pour aller voir un certain nombre d'entreprises et leur dire que, eh bien, le moment venu, la place de Paris serait prête à les recevoir, l'accueil a été glacial sur le thème « Paris Never ». Et je l'entends encore, cette réponse. Eh bien, en l'espace de 3 ans, Paris a pris le lead en matière d'annonces de relocalisation d'activités, des premières annonces de première relocalisation d'activités par les entreprises de la City, et notamment dans un certain nombre de domaines comme la banque d'investissement. Je vais y revenir à la gestion d'actifs. Alors, les chiffres exacts, Monsieur le Président, c'est que, effectivement, 269, alors Dublin, ce sont des statistiques britanniques qui, d'ailleurs, à mon avis, sous-estiment la réalité pour ce qui nous concerne, bien sûr. Dublin, 100. Luxembourg, c'est 60. Pas 100, c'est un peu moins. Paris, 41. Devant Francfort. Monsieur le Président Bizet, vous vous rappelez qu'il y a un an, lorsque vous nous avez auditionné, nous vous avions dit que Paris prendrait le lead sur Francfort. C'est juste, mais c'est fait. Amsterdam 32, Madrid 12 et Bruxelles 9. Là, il s'agit de statistiques en nombre d'entreprises, en nombre d'unités d'entreprises de relocalisation. Si maintenant on considère les chiffres en matière d'emploi, les chiffres sont différents. Paris est lead, Paris est numéro 1 avec 4800 emplois directs. Annoncés pour être relocalisés à Paris. Francfort est entre 3500 et 4000 et les autres capitales européennes entre 2000 et 3000. Beaucoup d'annonces d'entreprises, mais beaucoup moins significatives en termes d'activité et d'emploi. Donc ceci est une bonne nouvelle et montre que la place de Paris a fait des progrès considérables depuis les 2 ou 3 dernières années. Alors ceci est dû aux réformes qui ont été mises en œuvre, naturellement, principalement, à l'initiative du Président de la République et grâce au Parlement que vous êtes, qui a voté les réformes sur les 2 points centraux demandés par les investisseurs internationaux, qui étaient 1, le coût du travail, et 2, le droit du travail. Je ne reviens pas sur le détail que vous connaissez par cœur, mais tout ce qui a été fait en matière de fiscalité et d'abaissement du coût du travail, de l'impôt sur le revenu, est évidemment fondamental, de même que tout ce qui a été fait en matière de simplification et de redécentralisation des modalités de négociation sociale dans les entreprises. Et ceci place aujourd'hui Paris en position compétitive par rapport à nos concurrents européens, même s'il y a encore des choses à faire. Sur les domaines impactés et sur les domaines qui ont annoncé ces relocalisations, donc la banque d'investissement et notamment les grandes banques d'investissement américaines, vous les avez en tête, HSBC, Bank of America, qui est en train d'installer 400 traders rue de la Boétie à Paris, mais également JP Morgan qui installe un immeuble près de la Porte Maillot en attendant une tour à la Défense pour mettre 200 personnes, Morgan Stanley, et la gestion d'actifs, qui est le 2e secteur impacté, avec notamment BlackRock, Schroeder, Fidelity, et le retour des jeunes sociétés de gestion d'actifs françaises qui s'étaient installées à Londres. Nous pensons que ceci va s'élargir à d'autres secteurs, notamment au capital investissement, au fintech, à l'innovation financière et même aux entreprises industrielles dont je crois que la table ronde précédente a parlé, car de plus en plus de grandes entreprises industrielles dans de nombreux secteurs s'interrogent aussi sur les stratégies de retour. La question maintenant est de savoir quelles vont être les prochaines étapes. Sur le contexte, la presse britannique elle-même, la même que celle des statistiques que je vous donnais, indique que pour l'instant, une petite partie du mouvement est fait, 4500, 4800 emplois directs, 20 000 emplois au total quand même pour la place de Paris, mais ce n'est pas les dizaines de milliers d'emplois qui avaient été annoncés à un moment dans certaines fourchettes. On est pour l'instant sur une relocalisation de 20 à 30 000 emplois vers l'Europe continentale. Est-ce que les choses vont aller plus loin? Si le Brexit a lieu, la réponse est oui, très probablement, avec un élargissement
à toutes les entreprises de taille moyenne, je dirais, à Londres, qui pour l'instant n'ont pas commencé à bouger, en attendant de voir ce qui va se passer, et parce qu'elles ont moins les moyens d'avoir fait appel à des consultants internationaux pour s'organiser. Donc il y a probablement une deuxième vague de relocalisation qui pourrait se produire et beaucoup plus importante. Qu'avons-nous à faire en ce qui nous concerne? Je suis devant vous au Sénat. Il me semble essentiel d'évoquer deux sujets. Le premier, je comprends que la situation est effectivement très complexe en ce moment avec ce que nous voyons dans les rues, mais il est clair qu'un retour en arrière sur certaines des réformes fiscales qui ont été faites, et je vise évidemment le sujet de l'ISF, serait un contre-signal extrêmement fort dans ce contexte vis-à-vis des investisseurs internationaux à qui il a été répété depuis 3 ans que ces réformes étaient maintenant prises en compte et qu'elles avaient été votées par le Parlement et qu'elles répondaient justement à leurs demandes. Je ne crois pas utile d'en dire plus à ce stade. Un dernier mot sur la stratégie de la place de Paris et les prochaines priorités. Paris Europlace a une stratégie, bien au-delà du Brexit, qui tient en 3 chapitres. 1. Attractivité. Il faudra aller plus loin. Et pour nous, l'une des priorités, au-delà de ne pas revenir en arrière, ça reste le coût du travail qualifié et notamment le sujet des charges sociales patronales, en même temps que le sujet de la fiscalité de l'épargne longue et de l'épargne longue orientée vers l'investissement en action des entreprises. Voilà les 2 priorités qui nous paraissent essentielles pour l'économie française. Pacte fait un grand pas en avant, mais pas encore au bout de la logique indispensable. Nos 2 autres chapitres, je conclus là-dessus, concernent l'accélération de nos chantiers industriels. Nous avons actuellement une 12aine de grands chantiers industriels qui vont de la relance des marchés dérivés jusqu'à l'amélioration de la plateforme de clearing euro à Paris pour être en mesure d'attirer les activités de clearing qui rapatrieront vers le continent lorsque les autorités européennes en décideront, en passant par nos 3 nouveaux drivers, qui sont les drivers du modèle des places financières de demain, sur lequel la place de Paris est en train de prendre un lead non seulement européen mais mondial. 1. FinTech et innovation financière. 2. Finances durables. Vous avez vu que nous avons lancé il y a 1 an l'initiative Finance for Tomorrow qui prolonge nos Climate Finance Day et l'effort de la place de Paris de se positionner en matière de finances environnementales et sociales. Et enfin, 3e point, le financement des grands projets d'infrastructure sur lequel la place de Paris a également un des meilleurs écosystèmes mondiaux. Voilà la feuille de route qui est la nôtre pour continuer d'attirer les entreprises Brexit et plus largement. Le dernier chapitre étant accroître le rayonnement et l'influence de la place de Paris au plan européen et international. Notre rêve un peu fou de la nuit serait de prendre la place que Londres a eue jusqu'à présent en Europe pour contribuer au texte européen comme Londres l'a fait jusqu'à présent et qu'elle le fera moins lorsqu'elle sera sortie. Personne ne peut juger que c'est une bonne nouvelle que les Britanniques aient voté il y a maintenant 1000 jours pour un Brexit, même si personne ne sait dire quand et comment celui-ci se produira. Je suis parti de ce qui était indiqué, quelles sont les différentes options, perdant-perdant, perdant-gagnant, peut-être même gagnant-gagnant, comme vous l'avez dit en conclusion. Et je pense que ces 3 options, finalement, risquent de se décliner au fil du temps. La première, c'est évidemment celle qu'il faut absolument éviter, c'est le perdant-perdant, et là c'est plutôt en regardant les échanges commerciaux que je considère cette option. Pour la France, le marché britannique est un marché très important, c'est un des rares marchés en Europe excédentaires. Il concerne à la fois les exportations de très grandes entreprises, par exemple du secteur de la santé, mais pas seulement, mais aussi un débouché considérable pour des petites ou moyennes entreprises. Je pense notamment au secteur agroalimentaire. Et il est donc essentiel que tous les préparatifs auxquels se livrent les autorités, les administrations, mais aussi les entreprises, aboutissent le moment venu à tout sauf un chaos
qui non seulement impacterait les échanges, mais aurait probablement un effet extrêmement délétère sur la santé de beaucoup d'entreprises françaises. Donc ça, à court terme, c'est vraiment l'option qu'il faut éviter parce que de toute façon, ça a été dit précédemment, les modalités d'échange qu'on connaît depuis les années 70 forcément évolueront et seront un peu plus complexes, probablement un peu plus longues qu'elles ne l'étaient aujourd'hui. La question principale, c'est de faire en sorte, et ça a bien été dit par les intervenants précédents, qu'à tout le moins, le Brexit soit gagnant pour nous. Et là, je dois dire qu'il se passe des choses assez nettes. Ça vient d'être dit, mais je voudrais compléter un petit peu la description qui a été faite. Et en quelque sorte, on peut dire, même si on ne s'en réjouit pas, que les Britanniques payent le prix de l'incertitude, comme Michel Barnier l'évoquait il y a quelques heures ou quelques jours. Elle le paye dans deux secteurs, où elle risque de le payer dans deux secteurs qui sont éminemment emblématiques. Le premier secteur, ça vient bien d'être décrit, c'est la City, c'est la finance. Dieu sait combien de complexes tout le monde, sauf Arnaud, a pu avoir à l'égard de la Grande-Bretagne, en tout cas dans ma génération. Dieu sait combien de jeunes gens brillants, polytechniciens, énarques ou autres, sont partis à Londres pour travailler dans cette finance. Et le fait de voir ce flux assez considérable qui se réoriente vers le continent et en partie en France, est quand même, sinon l'ironie de l'histoire, du moins quelque chose qu'on doit accepter et accompagner avec plutôt le sourire. Le deuxième domaine dont on parle un peu moins, parce qu'il ne se manifeste pas encore, c'est le secteur industriel. Ça a été dit, je crois, précédemment. Mais on a déjà des annonces, ici Honda, là Nissan, Airbus, Panasonic, qui montrent bien que si les décisions ne sont pas prises, au moins celles qui sont prises laissent à penser que l'étape suivante verra une relocalisation vers le continent d'un certain nombre d'activités. Et nous, Français, qui sommes toujours en train de regarder l'Allemagne en matière industrielle, on pourrait aussi regarder la Grande-Bretagne, qui a réussi à reconstruire ces 20 dernières années une industrie qui pèse dans leur PIB un chouïa plus que l'industrie dans le PIB français et qui s'est reconstruite essentiellement grâce à des investissements et des capitaux étrangers. Et donc ce sont ces mêmes décideurs étrangers qui aujourd'hui sont en train de se demander s'il faut rester en Grande-Bretagne et pour certains indiquent déjà la voie à suivre. Donc finance, industrie, ce sont des choses qui parlent beaucoup et qui montrent bien qu'on est quand même, qu'une page considérable de l'histoire économique de la Grande-Bretagne est en passe de se tourner et qu'il faut qu'on arrive, nous, à en bénéficier. Alors, les nouvelles qui n'ont pas été évoquées, c'est que l'année 2018, ce sont des chiffres que j'indique en primeur parce que Monsieur le maire, que vous allez voir dans quelques instants, va les révéler sous peu. C'est les chiffres que nous avons consolidés des investissements étrangers en 2018. D'abord, la France confirme l'excellente performance de 2017, qui est la meilleure de tous les temps. On est même un peu au-dessus en termes de nouveaux projets. Et surtout, ce qui est assez parlant, c'est que la Grande-Bretagne, qui ces dernières années était un investisseur relativement mineur, en tout cas qui n'était pas sur le podium des trois premiers, est désormais troisième après les États-Unis et après l'Allemagne, avec un bond en avant de 33%, augmentation des investissements britanniques entre 2017 et 2018 vers la France, plus 33%, dont 39% dans le seul secteur financier. Donc là, les statistiques agrégées montrent bien le mouvement qui est en marche, et ça s'inscrit évidemment dans un domaine où, comparativement à la Grande-Bretagne, mais aussi à l'Allemagne, la France a beaucoup repris des couleurs, avec le cocktail qui, pour le moment, a fonctionné remarquablement bien entre nos atouts structurels, historiques, et puis un train de réforme qui, comme l'a dit Arnaud de Bresson, a touché aux points les plus sensibles pour les investisseurs, tout ce qui touche aux relations du travail, au code du travail et aussi à la fiscalité, même si on n'est pas au bout de l'histoire. Et dans les études qu'on a faites pour le président de la République, pour la réunion qu'il a organisée à Versailles à la fin du mois de janvier, deux éléments assez notables sont sortis. Le premier, c'est que désormais, pour 87%
des investisseurs étrangers, la France était jugée attractive. Donc ce sont des chiffres qui sont presque dignes de la Corée du Nord. Enfin, je veux dire, on est sur des niveaux considérables. On était 20 ou 30 points plus bas 3 ans plus tôt. Et deuxièmement, ce qui est plus intéressant, on a fait 2 études, l'une en novembre, début décembre, donc avant que le mouvement des Gilets jaunes prenne de l'ampleur, et puis une début janvier, pour voir s'il y avait un différentiel considérable dans l'appréciation qui était portée sur l'attractivité de la France. Eh bien, la réponse est non. On l'a d'ailleurs fait publier dans les journaux. Même pour certains pays, assez curieusement, comme la Chine ou l'Inde, la France est encore plus attractive après les Gilets jaunes, ou en tout cas après la séquence décembre, qu'avant. Et la raison pour laquelle, pour nous, le moment le plus crucial, ça a été dit par Arnaud de Bresson, c'est la sortie du grand débat, la sortie de toute cette phase de brainstorming national, sachant qu'évidemment le message des pouvoirs publics va assez logiquement s'adresser aux Français, mais que je pense essentiel, et je crois que ça nous concerne tous, qu'on arrive aussi à raconter une histoire, évidemment pour autant qu'elle soit positive, à l'intention du reste du monde et des investisseurs étrangers. Voilà, je voulais conclure juste en disant qu'il y a une autre option qui probablement viendra un peu plus tard dans le temps, et comme l'a dit M. Drillon, je crois vraiment beaucoup mieux que je ne pourrais le dire. Moi, pour avoir beaucoup suivi les questions commerciales internationales, je suis absolument convaincu qu'il y a une probabilité assez forte pour que le 3e temps de ce Brexit soit un temps gagnant-gagnant. Mais ça dépendra aussi de nous tous et de vous et de la représentation nationale, et qu'on peut arriver à reconstruire à la fois un cadre multilatéral, enfin un cadre commercial cohérent, pragmatique, incitatif. Et à l'intérieur de ce cadre, je ne parle pas seulement du secteur de la défense que je connais un petit peu, mais aussi dans d'autres cadres, des coopérations industrielles extraordinairement ambitieuses, parce qu'on sait très bien qu'à la fin du chemin, la Grande-Bretagne sera toujours là, et que pour la France, quels que soient les choix politiques, quels que soient les choix institutionnels, cela restera un voisin et un partenaire absolument majeur. À nous d'avoir la tête froide, d'empocher d'éviter dans la phase qui s'ouvre les risques les plus manifestes, d'empocher dans la phase suivante les gains les plus évidents, mais ensuite après de regarder à moyen terme comment nous pouvons construire avec ce grand pays de grandes ambitions. C'était le colloque du Sénat sur les conséquences du Brexit pour la France. Les intervenants, et notamment Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, se sont déclarés favorables à un report de 3 mois du Brexit, ce qui laisserait davantage de temps aux entreprises françaises pour se préparer. Mais en réalité, les Français sont prêts pour une sortie sèche du Royaume-Uni. Le directeur de la Société du tunnel sous la Manche assure que le transport de marchandises sera aussi fluide qu'avant. Mais certains craignent malgré tout que les petites entreprises aient du mal à supporter le coût supplémentaire généré par le Brexit. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée et très bonne semaine sur les chaînes parlementaires.